Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez ? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ses querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la 3e roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux.
Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat ce soir donc entre les candidats démocrates à la primaire pour la présidentielle américaine de 2016 et rien ne se passe comme prévu dans ces primaires. Et oui, d'abord on se moque. On s'attache aux apparences, aux ridicules, aux excès. Le mélange de Las Vegas et de Disneyland, des machines à sous et de Mickey. Il y a belle lurette que les Français ont pris l'habitude de rire des Américains pour mieux oublier qu'ils nous dirigent. Qu'on les admire en secret, qu'on les imite, que tout ce qu'ils font arrive chez nous 5, 10, 20 ans après. Cette primaire américaine de 2015 est notre présidentielle de demain. Leurs vaincus seront nos vaincus, leurs vainqueurs, nos vainqueurs. Les vaincus, pour l'instant, sont ceux qu'on connaît chez nous, le fils Bush, l'épouse Clinton. Ils ont un nom mais un charisme d'huître. Ils sont les candidats de l'establishment et ça les tue. Jeff Bush est encore plus mauvais que son frère. Hillary Clinton est la reine de la langue de bois. Son mari ne séduisait pas que les stagiaires à la Maison-Blanche, mais aussi les électeurs, ce dont sa femme se révèle incapable. Alors du coup, que se passe-t-il ? Dans cette folle primaire, deux figures ont pris de court tous les commentateurs, sondeurs et journalistes. À gauche, Bernie Sanders, qui ressemble à un prof d'université. À droite, la révélation s'appelle Donald Trump, le milliardaire qui se croit toujours dans une émission de télé-réalité. Le démocrate n'est pas assez connu, le républicain l'est trop. Le démocrate se dit socialiste, conteste la mondialisation, milite pour le protectionnisme, dénonce la confiscation par une élite fort restreinte des produits de la croissance. En France, on appelle cela la hausse des inégalités. Sanders rappelle que, sans l'inflation, le salarié américain gagne $700 de moins, j'ai bien dit de moins, qu'il y a 40 ans. La cible de Trump est l'immigration. Aux États-Unis, les migrants sont mexicains. Trump n'hésite pas à dénoncer les violeurs et les bad guys venus du Rio Grande. Il incarne la panique des blancs anglo-saxons qui ont compris qu'ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre pays. Les deux candidats sont aux antipodes. Sanders est un vieux politicien sur le retour, Trump est un néophyte. Mais chacun dans leur genre, les deux sont authentiques. Sanders, parce qu'il refuse les contributions des riches donateurs et a reçu des milliers de petits chèques. Trump, parce que milliardaire, il n'a pas besoin d'être financé. Et c'est Trump qui propose de taxer férocement Wall Street.
leur succès signifie la même chose. La révolte des Américains contre l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le parti, de plus en plus ouvertement corrompu, la rébellion de la classe moyenne du pays contre les effets délétères de la mondialisation et la liberté totale des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien sûr, les élites, les médias les appellent populistes pour mieux les disqualifier. Elles prétendent que Sanders ne pourra pas battre Hillary et que Trump est un quasi-fasciste, mais qu'il n'a pas vraiment envie de devenir président. Toutefois, les leçons de morale médiatique ne prennent plus. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite, le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat ce soir donc entre les candidats démocrates à la primaire pour la présidentielle américaine de 2016 et rien ne se passe comme prévu dans ces primaires. Et oui, d'abord on se moque. On s'attache aux apparences, aux ridicules, aux excès, le mélange de Las Vegas et de Disneyland, des machines à sous et de Mickey. Il y a belle lurette que les Français ont pris l'habitude de rire des Américains
pour mieux oublier qu'ils nous dirigent, qu'on les admire en secret, qu'on les imite, que tout ce qu'ils font arrive chez nous 5, 10, 20 ans après. Cette primaire américaine de 2015 est notre présidentielle de demain. Leurs vaincus seront nos vaincus, leurs vainqueurs, nos vainqueurs. Les vaincus, pour l'instant, sont ceux qu'on connaît chez nous, le fils Bush, l'épouse Clinton. Ils ont un nom mais un charisme d'huître. Ils sont les candidats de l'establishment et ça les tue. Jeff Bush est encore plus mauvais que son frère. Hillary Clinton est la reine de la langue de bois. Son mari ne séduisait pas que les stagiaires à la Maison-Blanche, mais aussi les électeurs, ce dont sa femme se révèle incapable. Alors du coup, que se passe-t-il ? Dans cette folle primaire, 2 figures ont pris de court tous les commentateurs, sondeurs et journalistes. À gauche, Bernie Sanders, qui ressemble à un prof d'université. À droite, la révélation s'appelle Donald Trump, le milliardaire qui se croit toujours dans une émission de télé-réalité. Le démocrate n'est pas assez connu, le républicain l'est trop. Le démocrate se dit socialiste, conteste la mondialisation, milite pour le protectionnisme, dénonce la confiscation par une élite fort restreinte des produits de la croissance. En France, on appelle cela la hausse des inégalités. Sanders rappelle que, sans l'inflation, le salarié américain gagne $700 de moins, j'ai bien dit de moins, qu'il y a 40 ans. La cible de Trump est l'immigration. Aux États-Unis, les migrants sont mexicains. Trump n'hésite pas à dénoncer les violeurs et les bad guys venus du Rio Grande. Il incarne la panique des blancs anglo-saxons qui ont compris qu'ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre pays. Les 2 candidats sont aux antipodes. Sanders est un vieux politicien sur le retour, Trump est un néophyte. Mais chacun dans leur genre, les 2 sont authentiques. Sanders, parce qu'il refuse les contributions des riches donateurs et a reçu des milliers de petits chèques. Trump, parce que milliardaire, il n'a pas besoin d'être financé. Et c'est Trump qui propose de taxer férocement Wall Street. Leur succès signifie la même chose. La révolte des Américains contre l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le parti, de plus en plus ouvertement corrompu, la rébellion de la classe moyenne du pays contre les effets délétères de la mondialisation et la liberté totale des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien sûr, les élites, les médias les appellent populistes pour mieux les disqualifier. Elles prétendent que Sanders ne pourra pas battre Hillary et que Trump est un quasi-fasciste mais qu'il n'a pas vraiment envie de devenir président. Toutefois, les leçons de morale médiatique ne prennent plus. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris. Éric Zemmour. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18 en ce vendredi matin, nous sommes ravis de retrouver Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et Nicolas Doménac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va revenir sur une semaine politique chargée, à droite comme à gauche d'ailleurs. On va d'abord commencer par l'Élysée. François Hollande, après la démission d'Emmanuel Macron, peut-il encore être candidat ? Éric Zemmour. Il peut toujours. Hein. Non mais plus on est fou, plus on rit. Simplement, on est dans la situation de 2002 en pire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de candidats, et en particulier à gauche, et l'espace politique a tellement été réduit à gauche. Je vous rappelle que depuis 4-5 ans, ils sont à 30-35% à la gauche. Tout compris, tout mouillé. Mélenchon compris, hein, on est bien d'accord. Oui. Que personne ne sera au second tour. C'est mathématique. Hein. C'est simple. Déjà qu'Hollande n'avait pas beaucoup de chance d'être au second tour. Mais là, s'il y a Montebourg, Macron, les deux ou l'un et l'autre, plus Mélenchon, plus Duflot qui va prendre 1%, et Hollande, personne ne sera au second tour. Nicolas Doménac. Non, il peut se présenter, il va se présenter, il peut, oui, président. D'abord, il peut trouver comme signe optimiste le fait que Éric Zemmour dise qu'il va être battu, puisque Éric Zemmour avait déjà, je le rappelle toujours, parce qu'on l'oublie trop, qu'il avait prophétisé sa défaite 6 mois avant sa victoire. Ah non, c'est faux. Non. Mais il n'était pas le seul, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y en avait quelques autres. La disparition du Parti Socialiste. Ah, mais c'était 2 ans avant. Oui, 2 ans avant. Bon, pardon pour les mois. Mais je maintiens, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais sur le résultat. Il a gagné parce que Sarkozy allait perdre. Ça, alors, je suis content de vérifier que l'erreur était juste. En quelque sorte. Voilà. C'est exactement ça. Mais je n'avais que de l'avance. Parce que l'arbitrage vidéo un peu plus tard. C'est pas la défaite de Hollande, c'est la disparition du PS. Quand les prophètes de malheur se trompent, il est bon de se le rappeler pour dire qu'on peut trouver quelques espoirs. L'histoire n'est pas finie, Nicolas. Ils sont minces, ces espoirs, je vous le concède. Mais il y a quand même des signes d'autres signes qui peuvent le laisser espérer. D'abord, c'est un combattant
temps, comme Sarkozy d'ailleurs, ce sont des gens qui y croient toujours. Je veux dire, s'il trouve un trou de souriceau, de vermisseau, de fourmi, il le prendra. Ensuite, et il y croit et il pense depuis le premier jour de son arrivée à l'Élysée. On le sait définitivement depuis cet été. Bien sûr. Ensuite, on peut pas exclure qu'il y ait quelques résultats. Et puis au fond, que des gens qui étaient contre lui, Zemmour, il devrait faire le tour du stade en disant bravo François Hollande, il vient de contribuer à faire tomber le TAFTA. Je veux dire, le traité transatlantique que combat Zemmour, il devrait l'appeler des gens comme ça. Non, mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, le paysage politique, et là, je vais aller très vite. Je veux dire, si Sarkozy revient, et Sarkozy a des forces, on va le voir peut-être tout à l'heure, qui peuvent le remettre dans le jeu, et bien au fond, et puis la dispersion de la gauche, fait que... justement, la dispersion de la gauche, ils vont tous être plus bas. Hier, Jean-Pierre Raffarin sur RTL nous disait que François Hollande attendait le résultat de la primaire de la droite et qu'il préférait forcément affronter Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé. Il a raison, Nicolas Domenach? Oui, bien sûr, c'est un de ses grands espoirs. Ils prient tous, d'ailleurs, ils mettent des cierges, même les plus laïcs, à Notre-Dame pour que, au fond, Sarkozy s'impose. Alors, c'est pas gagné, On peut quand même pas dire que la chance de Hollande, c'est que Sarkozy soit en face de lui. C'est pas la chance, c'est une des chances, parce qu'il y a un rejet qui existe. On voit, au fond, le retour de Sarkozy, on retrouve sa force, mais en même temps, les anticorps qui produit, qui ne sont pas rien. Et je terminerai en disant aussi que, cela étant, il y a quand même, et là aussi, on va s'amuser en écoutant Alain Zemmour, parce que, non, mais il y a Alain Juppé en face, et dont Zemmour nous avait dit aussi qu'il devait, au fond, se disperser, dire que c'était rien, que c'était le boboïsme bordelais, et voilà, que n'avait aucune existence quasiment électorale. Éric Zemmour. Alors, c'est vrai ça, hein? Oui, attends. Mais comme d'habitude, tu prends un petit morceau, tu coupes et puis tu fais ta petite sauce. Donc, j'aime bien pouvoir parler à mon nom. Voilà. C'est son charme aussi. Donc, il y a un jeu de rôle entre Sarkozy et Hollande. C'est-à-dire que Hollande a été vainqueur en 2012 parce qu'il y avait Sarkozy en face. Il n'a pas été élu pour lui, il a été élu contre parce qu'on voulait se débarrasser de Sarkozy. Et aujourd'hui, Hollande et Sarkozy aujourd'hui va dire il faut me remettre parce que Hollande a été vraiment un très mauvais président. Il se passe comme ça en fait. Les deux veulent s'affronter, vous pensez? Fondamentalement. Mais les deux hommes veulent s'affronter parce que au fond, ils savent qu'ils se ressemblent. Ce sont les mêmes. Le même cynisme, le même manque de conviction, le même manque de sincérité, le même sens tactique obsessionnel, la qualité tactique d'ailleurs obsessionnelle, et le même manque de stratégie aussi. Vous voyez, ils se ressemblent énormément. D'ailleurs, leur politique, on en parlera une autre fois, mais leurs politiques se sont beaucoup ressemblées en vérité. Vous pensez qu'ils ont réellement envie de s'affronter? Non, qu'ils ont terriblement envie d'une revanche. Alors, Nicolas Sarkozy dit donc qu'il n'est pas habité par l'esprit de revanche. Les meilleurs ennemis, c'est aussi... Oui, c'est un compétiteur vraiment dans l'âme. Je veux dire, il n'a toujours... Même les parties de ping-pong, il supportait pas de les perdre quand il était au club méditerranéen. Que je voulais que ça n'a pas continué. C'est normal ça. Moi aussi, j'aime pas perdre. Oui, mais donc il a envie, il s'est fait battre par un ennemi, un adversaire qu'il avait sous-estimé. Bon, cette fois-ci, il se dit qu'il va essayer de se l'emplafonner. D'ailleurs, c'est des termes qu'il peut employer. On va revenir sur le cas Macron, si je puis dire. Juste une chose, est-ce que la sortie d'Emmanuel Macron, dans tous les sens du terme, oblige, c'est une rumeur depuis quelques jours, oblige le président de la République à annoncer plus tôt sa candidature. Maintenant, on évoque même le fait que ça pourrait avoir lieu jeudi prochain à la Fondation Jean Jaurès et qu'il est obligé d'accélérer le mouvement devant la multiplicité des candidatures et puis le lâchage de son ministre, ex-ministre de l'économie. Un petit mot là-dessus. C'est exactement l'inverse. Je pense que ça le pousse à attendre au fond que de toute façon, François Hollande, il attend que toutes les cartes soient étalées pour essayer de ramasser la mise. Donc plus les gauches se détruiront elles-mêmes, plus il sera en mesure de rassembler, il se présentera pour sauver la famille socialiste. C'est comme ça que ça se présente. J'ai lu qu'il y avait les deux thèses autour de lui. Oui. J'avoue que les uns le poussent à imiter Mitterrand en 88, vous savez, le plus tard possible, et puis les autres le poussent à avancer. On verra bien. Mais un dernier mot, si je peux me permettre, Yves Calvi, quand même, il a une dernière chance que je n'ai pas soulevée, mais face à Éric Zemmour, il faut le faire quand même, parce que sur le fond, il y aura bien quelqu'un qui va incarner au fond le progrès, la revanche contre la Réac Académie qui domine de partout. Même Zemmour fait la couverture du Figaro Magazine, veut dire c'est la charge à nouveau de Zemmour. Sauf que cette charge, elle est partout. D'ailleurs, il est assis. Tu m'as pas lu encore. Il est pas une debout. Fois de plus. Il n'est pas debout. Une fois de plus. Il va y avoir un mouvement qui va se cristalliser au fond. La gauche, c'est le progrès en théorie. On l'a pas entendu. Il y a bien un moment où on va l'entendre. Alors, Éric, dans votre chronique d'hier sur l'antenne d'RTL, vous disiez
en parlant d'Emmanuel Macron, qu'il était le Robin des Bois des riches, l'homme des grandes métropoles. Nicolas Doménac, que pensez-vous du portrait? Non, mais je pense que c'est incroyable. Moi, je suis pas sûr, et je crois même qu'il ne réussira pas son entreprise parce qu'il ne l'a pas situé assez à gauche. Mais le mépris de Zemmour et des siens pour ce qu'ils appellent les bobos, je veux dire, au fond, ces gens-là n'ont pas le droit d'exister. Les médecins, les architectes, les intérimaires du spectacle. Cette France-là, pour eux, modérée, humaniste, ouverte sur l'étranger, je veux dire, c'est vous, cachez-vous, vous partez. Je veux dire, électoralement, vous n'avez pas de consistance. Non, il n'y a qu'une autre France, la France de droite extrême. Voilà, alors celle-là, on la considère, on en parle, on parle même à sa place. Hein, mais ceux-là, vraiment, alors les bobos, c'est l'horreur. J'aimerais bien qu'on ne renverse pas les rôles. Qui méprise l'autre? Quelle est la France qui méprise l'autre France? C'est vous qui méprisez. C'est la France, justement, des grandes métropoles qui a chassé les Français populaires des grandes villes, qui a mis des immigrés à la place comme domestiques, et qui en plus vient faire la leçon aux Français en leur disant vous êtes racistes. Qui méprise l'autre? J'aimerais bien le savoir. Là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En l'occurrence, on parle de stratégie politique et d'incarnation sociologique. Macron incarne absolument cette France qui se veut moderne, qui se veut ouverte sur le monde, comme elle dit, et qui méprise la France populaire qu'elle a chassée, qu'elle a marginalisée et qu'elle a prolétarisée. Voilà le monde que vous nous avez fait et ce monde-là que tu défends depuis 30 ans au nom du soi-disant la gauche et le progrès. Mais laisse-moi rire, Nicolas, laisse-moi rire. C'est toi le baratin. Parce que moi, non, ça c'est la réalité. C'est la réalité des chiffres et la réalité de la vie des gens. Je suis allé suivre les meetings d'Emmanuel Macron, discuter avec les gens qui étaient là, qui étaient absolument pas des gens tels que tu les décris, je veux dire, méprisant la haute classe, etc., qui regarderaient. Ils représentent ça, ça veut pas dire que les électeurs sont tous comme ça. C'est un centre humaniste que tu méprises toi allègrement, mais qui a une consistance. Non, c'est pas pareil. Parce que j'estime qu'il a été catastrophique pour la France. Que je le combats. Moi, je méprise personne, contrairement à la classe dominante et à ceux qui détiennent tous les pouvoirs depuis 40 ans. La question qui se pose concernant Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est, on va le dire simplement, c'est est-ce qu'il a la carrure pour affronter non seulement une candidature présidentielle, mais tout simplement devenir président de la République? Est-ce qu'à 38 ans, en ayant eu le parcours qui a été le sien, on peut gérer les affaires de la France? Moi, je ne crois pas. L'économie numérique. Je ne crois pas parce qu'il n'a pas il n'a pas le parcours. Il a fait une erreur stratégique fondamentale qui est de ne pas se situer d'abord à l'intérieur de la gauche et reprendre ce courant de la deuxième gauche qui a toujours échoué. Je le confesse, mais qui pourrait réussir un jour. Je veux dire, c'est pour ça que dire qu'ils ont tous les leviers du pouvoir, ça me fait marrer. Idéologiquement, médiatiquement, culturellement, économiquement. Mais je terminerai par là. Ce qu'il catalyse, ce qu'il rassemble, ça montre bien qu'il y a une France qui veut bouger, qui veut pas pleurer comme Zemmour tout le temps, quoi, sur cette France. La France d'avant, c'était mieux, enfin, c'était pieux plutôt. Hein, c'est cette France-là qui veut dire, c'est la déploration perpétuelle. Mais il cherche autre chose. Et ben, cette recherche, moi, je la suis et je l'encourage. Il est en train de vous dire que vous avez contribué à fabriquer le phénomène Macron d'une certaine façon. Bien sûr. Non. Et je vous demande d'avoir la gentillesse de répondre en quelques mots, Éric. Mais je n'ai rien fabriqué du tout. Macron et comme je l'ai dit dans ma chronique d'hier, les habits neufs de la classe dominante. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on nous sort des Macron. Ils se sont appelés Le Canuet il y a 50 ans, ils se sont appelés Michel Rocard, ils se sont appelés d'autres et d'autres. Hein. Et puis Doménac, à chaque fois, est pour eux. Voilà, c'est tout. Bon, et bien il me reste à vous le dire. Bref. Non, mais je suis pour eux. Ils parlent pour moi maintenant. Oui, à chacun son tour. J'ai toujours un petit peu tendance à instrumentaliser l'un et l'autre. C'est ce qui fait le charme de votre couple de travail et du fait que vous affrontiez vos idées avec clarté et intelligence. Je retrouve le premier à ma droite, c'est-à-dire Nicolas Doménac, lundi, et le second à ma gauche, Éric Zemmour, mardi. Merci à tous les deux, on était très heureux de vous avoir pour ce débat d'actualité. Il dénonce l'islamisation de la France et le bilan de François Hollande. Il accepte de s'exprimer sur l'aimant bleu. Nous l'avons rencontré mardi au Beau Rivage de Genève. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. François Hollande a été décoré hier soir du titre d'homme d'État de l'année, c'est mérité? On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, quoi. C'est un peu dérisoire. On ne sait pas d'ailleurs quel est ce club qui a remis ce titre. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça est... On est dans la dérision, quoi. Homme d'État de l'année, pourquoi pas champion du 100 mètres nage libre. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Ça lui fait plaisir au moins. Votre livre, Un quinquennat pour rien, pourquoi ne pas l'avoir appelé finalement Des quinquennats pour rien?
Alors là, vous touchez juste parce qu'on a songé à l'appeler encore un quinquennat pour rien. Donc vous voyez, vous n'étiez pas loin. Effectivement, on pourrait même dire, ça demanderait une réflexion presque institutionnelle, et moi qui ai voté contre la suppression du septennat, on pourrait même dire que depuis qu'il y a des quinquennats, les présidents ne servent plus à rien. Il y a sans doute un lien. Parce que ça les transforme en Premier ministre, parce que c'est depuis le temps que l'Union européenne prend de plus en plus de compétences, etc. Enfin, la discussion serait trop longue. Mais effectivement, on aurait pu titrer rien que des quinquennats pour rien, ou etc., etc. Vous parlez certes de François Hollande, mais le titre est un peu trompeur. C'est plutôt un pamphlet contre ce que vous considérez comme l'ennemi de la France, l'islam. Alors, c'est les deux choses. En fait, vous avez vu, il y a un bandeau qui est chronique de la guerre de civilisation. En fait, on a voulu faire deux choses. Peut-être qu'on a été trop ambitieux, mais ce qu'on voulait montrer, c'est, avec l'éditeur, on a songé à ne publier que le texte d'origine, le texte de préambule, qui aurait pu faire un livre à soi tout seul. On a voulu donner plus aux gens et donner à la fois les chroniques sur quasiment tout le quinquennat et en même temps ce texte qui est une espèce de mise en perspective des années qu'on vient de vivre. Et vous avez tout à fait raison, ce texte se suffit à lui-même. Et c'est un texte qui est d'ailleurs intitulé « La France au défi de l'islam » et qui explique justement en quoi la France est mise au défi par l'islam, non pas l'islamisme, non pas l'islamisme radical, tous ces mots qui ont été inventés pour dissimuler la réalité et pour fausser le diagnostic. Mais si on regarde, vous écrivez, l'islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la république laïque. L'islam est incompatible avec la France. Oui. On fait quoi? On interdit l'islam? C'est très simple. L'islam est incompatible, je peux vous détailler. L'islam est incompatible avec la laïcité parce que l'islam n'a jamais connu la laïcité, ne connaît pas la séparation entre le privé et le public, entre l'État et la religion. Première étape. L'islam est incompatible avec la démocratie parce qu'il estime que l'autorité et le pouvoir vient de Dieu. Et la démocratie, c'est, comme vous le savez, le pouvoir du peuple, comme vous le savez encore très bien en Suisse. Il est incompatible avec la République, parce que la République, c'est l'indépendance de la nation, et que l'islam est une nation à elle toute seule. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est notre erreur à tous. C'est que nous pensons la religion en termes chrétiens. Or, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est-à-dire des rituels et des prières. Alors on fait quoi? On interdit l'islam en France? Attendez, je finis. L'islam est un régime juridique, est un droit, et est une nation, est une civilisation, qui impose à ses pratiquants qui impose des obligations pour le moindre moment de sa vie. Donc tout ça fait que, effectivement, l'islam est incompatible avec la France. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission et que la France vient de franc, qui voulait dire libre. Donc vous voyez, il y a une incompatibilité totale qui est réduite par l'histoire. L'islam, c'est aussi la paix. Comment? L'islam, c'est aussi la paix. Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que on m'a longtemps suggéré ça, on m'a longtemps indiqué ça, que en fait l'islam a un double sens. C'est la soumission et c'est la paix par la racine salam. Et en fait, je crois avoir compris cette double signification, c'est que on n'a la paix que dans la soumission à l'islam. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'islam nous a déclaré la guerre parce que nous ne sommes pas soumis complètement à l'islam. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 1989, les frères musulmans ont décrété que la France était terre d'islam. D'ailleurs, Tariq Ramadan le dit quasiment crûment. Donc, si vous voulez, nous avons là une civilisation qui en défie une autre. Le mot guerre, vous l'avez employé, vous l'employez dans ce livre, guerre de civilisation. Le mot est fort, votre pays a traversé plusieurs guerres. Pourquoi celle que vous décrivez ici est plus grave que les autres? Pour l'instant, en termes de mort, elle n'est pas plus grave. Vous savez, les guerres de l'Empire, de la Révolution, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, tout ça nous a coûté beaucoup plus de morts. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui change complètement de nature. Les guerres que j'ai indiquées sont des guerres entre nations, qui sont issues du régime de Westphalie, c'est-à-dire entre États-nations précisément. C'est-à-dire que nous avons des États qui incarnent des nations et qui se font la guerre pour savoir quelle sera la plus puissante, qui dominera l'autre, qui dominera le continent. Nous avons en gros, en 3 siècles, eu un grand affrontement. Ici, vous étiez au balcon de cet affrontement, c'est-à-dire entre les 3 grandes nations européennes que sont la britannique, l'allemande et la française. Et nous avons eu, depuis 3 siècles, un affrontement pour la domination de l'Europe et du monde. Cet affrontement s'est fini
finit par l'effondrement des 3 nations. Voilà. Comme ça, c'est simple. Et nous sommes tous sur protectorat américain qui est venu, tel le Deus ex machina, régler tout. Aujourd'hui, nous avons un autre type de guerre, qui est le retour à une guerre pré-westphalienne, avant le traité de Westphalie, qui revient au Moyen-Âge, qui est une guerre qu'on a connue au 8e siècle, qu'on a connue au 9e siècle, qui est une guerre faite de razzias, faite d'actions ponctuelles, qu'on très bien connues, qu'on très bien agiles et qu'on très bien fomenté les tribus arabes au 7e siècle, au 8e siècle. Et nous revenons peu à peu à cet affrontement entre l'islam et la chrétienté, et en particulier entre la France, parce que, je l'explique dans mon texte, la France est le cœur de la chrétienté. Depuis toujours, c'est de la France que soit l'islam a attaqué, soit il a été attaqué. Hein, je refais cette historique, etc. Donc là, il y a un conflit millénaire qui simplement renaît de ses cendres. Pour en revenir à l'identité, dont vous parlez aussi abondamment dans ce livre, il y a la question des prénoms. Respecter la culture française, c'est donner des prénoms français. Vous le dites, le contraire, c'est s'éloigner de la France. C'est colonisateur d'appeler son fils Mohamed. Alors, vous réduisez ma pensée. C'est simple. Il y a eu en France, d'abord, la France a été évidemment une terre chrétienne, faite par l'Église, façonnée par l'Église et les rois qui étaient oints par l'Église. Donc ça, c'est indéniable dans l'histoire. Deuxièmement, à partir de la loi du 11 germinal en 11, donc c'est bien sous la Révolution, avec Bonaparte à sa tête, on est en 1803, il y a une obligation de choisir les prénoms de ses enfants dans le calendrier, donc le calendrier des saints chrétiens. Abrogée aujourd'hui, cette loi. Abrogée depuis 1993. Et on y reviendra, si vous voulez. Moi, je suis pour le rétablissement de cette loi. Je pense que cette loi a été une des causes qui ont permis l'assimilation des populations venues de différents pays, les Italiens, les Espagnols, les Juifs d'Europe centrale, les Russes, etc. Tous se sont pliés à cette règle. Il n'y avait pas de police des prénoms, comme l'a dit un homme politique français. Il y avait simplement une pratique et avec la volonté des populations étrangères de s'assimiler au corps du peuple français et de montrer que leurs enfants participeraient et deviendraient partie intégrante, s'agrégeraient à ce peuple français dans son histoire millénaire. Parce qu'en donnant un prénom à son enfant, on adopte l'histoire du pays. On ne s'appelle pas Thibaut. Si on s'appelle Thibaut, ça veut dire que c'est Thibaut des croisades. Si on s'appelle Mohamed, c'est Mohamed, le prophète, et ce n'est pas la même tradition, ce n'est pas la même civilisation. Mais c'est pas une allégeance à Daesh que d'appeler son fils Mohamed. Je n'ai jamais dit ça. Vous savez, Daesh, c'est anecdotique. C'est une allégeance, au contraire, à la civilisation islamique, la civilisation coranique. C'est un prénom coranique. Mais pour vous, Omar Sy, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze sont moins français? Ah, mais c'est une question qu'on me pose toujours. La réponse est assez simple. Il y a le sociologue Philippe Diribarne distingue entre le corps politique et le corps social. Le corps politique, c'est le droit, la nationalité, etc. Effectivement, pour ce corps politique-là, pour le droit, pour la nationalité, le droit de la nationalité, ces gens-là que vous citez sont évidemment aussi français que moi. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous français parce que nous avons tous la nationalité française. Maintenant, il y a le corps social, ce que Diribarne appelle le corps social, c'est-à-dire comment le peuple français, le corps social français, reçoit ces nouveaux Français. Vous savez, moi, je ne suis pas un Français de souche. Mes ancêtres n'étaient pas français. Ils ne sont français que depuis 1870. Donc je n'ai aucune prétention. Je ne prétends pas que mes ancêtres étaient là aux croisades. Je ne suis pas le cousin de La Rochefoucauld. Donc je sais ce qu'il faut faire pour devenir français. Et je dis que pour devenir français, mes ancêtres ont donné des prénoms français à leurs enfants. Et que c'est comme ça qu'on a été mieux acceptés, pas toujours facilement, hein, parce que c'est pas toujours facile, mais on a été mieux acceptés par le peuple français. Et ce que je dis, c'est que ces gens-là, en donnant à leurs enfants Zinedine, Omar, etc., vous voyez, ils sont pas ostracisés, hein, ils ont eu des carrières brillantes, qui sont dues à leur qualité, mais qui sont dues aussi à l'accueil des Français, à la qualité des services publics français. Hein. Donc tous ces gens-là ne sont pas martyrisés, mais je dis qu'effectivement, c'est un signe de désaffiliation française. C'est tout ce que je dis.
On est en Suisse. Ici, la part de musulmans est environ de 5%. En France, selon des études, elle est à 6-7%. Pourtant, comment on explique que chez nous ça va et pas chez vous, visiblement, alors que la proportion est similaire? Parce que je pense qu'elle n'est pas similaire d'abord. Je pense que les chiffres sont faux en France. Les chiffres donnés sont faux. Nous avons un institut de l'INED qui passe son temps à donner des chiffres rassurants. Je n'en dirai pas plus. Donc je pense que les chiffres sont faux. Et deuxièmement, je pense que nous avons... donc il y a beaucoup plus de musulmans en France. Nous avons la première communauté musulmane d'Europe. Et en plus, nous avons une tradition en France qui est l'assimilation. C'est ce que je vous expliquais pour le corps politique et le corps social. Est-ce que c'est une erreur d'avoir voulu assimiler? Écoutez, ce n'est pas une erreur, c'est ce qui a fait le génie de la France. Vous savez, l'historien Fernand Braudel disait l'assimilation a permis l'intégration en douceur de générations d'étrangers. Et si on vous écoute, ça ne fonctionne plus en France maintenant? Ça ne fonctionne plus pour deux raisons, mais je l'explique. La première, c'est que les élites françaises y ont renoncé. Justement, ils ont aboli la loi de 1993, par exemple, de Germinal en 11 en 1993. On n'a pas de telle loi en Suisse. Non, mais oui, mais vous avez tort. C'est une très bonne loi. C'est vraiment une excellente loi. Et deuxièmement, parce que justement, l'islam n'est pas une simple religion, qu'elle est une civilisation, qu'elle est une nation, et que donc nous voyons petit à petit l'émergence d'un peuple dans le peuple, qui a d'autres références, qui a d'autres héros, qui a d'autres cultures, qui a d'autres modes de vie, et qui impose tout cela dans des territoires de plus en plus nombreux et importants. Et le problème français, il est fondamentalement là, au-delà de Daesh, qui est une résultante. Les attentats et ce que j'appelle la conflagration sont une résultante de ce que j'ai appelé l'invasion, c'est-à-dire les flux migratoires, et la colonisation, c'est-à-dire ce refus de s'intégrer et au contraire d'imposer son mode de vie. Parlons peut-être un peu de la Suisse. Est-ce que vous aimez la Suisse, Éric Zemmour? J'aime beaucoup la Suisse, je connais mal, bien sûr. Vous savez, pour moi la Suisse, c'était enfant, j'allais faire du ski en Suisse, donc je découvrais le chocolat blanc. Donc vous voyez, c'est vieux. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aime en Suisse, c'est surtout sa démocratie directe. Je pense que avec la trahison des élites françaises et occidentales, très bien diagnostiquée il y a 30 ans par l'américain Christopher Lasch, dans la révolte des élites, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter sur nos élites pour défendre le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple se révolte, c'est ce que les élites appellent avec mépris le populisme, mais c'est la seule façon qu'a trouvé le peuple d'essayer de défendre son art de vivre. Et donc il n'y a plus que la démocratie directe pour défendre le mode de vie du peuple. En France, personne ne semble être capable de répondre à vos attentes. Même Marine Le Pen est trop à gauche, c'est ça? Nous sommes dans une impasse politique en France. Nous sommes dans une impasse politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité politique pour défendre et pour incarner la majorité sociologique et idéologique qui se devient évidente et dont je suis une des expressions. Le succès de mes livres en est une des expressions, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une vraie impasse politique. C'est pas la première fois dans l'histoire française qu'il y a des impasses politiques, c'est-à-dire qu'il y a des décalages entre la majorité sociologique et idéologique et la majorité politique. Ça se traitera avec le temps et en général, en France, ça se traite dans le sang. Mais c'est le drame français. Un pronostic pour la présidentielle? Qu'elle sera aussi inutile que celle de 2012. Vous voterez pour qui, Éric Zemmour? Ça vous regarde pas d'abord, et puis on verra bien. À chaque apparition médiatique, vous suscitez soit l'indignation, soit l'adoration. Il y a eu des centaines de plaintes déposées contre vous auprès du CSA la semaine dernière après un passage télévisé. Être détesté, ça vous excite? Vous savez, les plaintes étaient toutes organisées, orientées, dirigées, manipulées par le Conseil contre l'islamophobie, donc c'est pas des vraies plaintes. Deuxièmement, je ne suis pas détesté, je suis au contraire très aimé, mais par les Français. Je suis détesté par une petite caste médiatique qui refuse le débat, qui aboie, qui insulte, qui invective. Ça m'excite pas, ça m'indiffère. Ça vous donne pas envie des fois de dire stop? Vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Vous savez, ça sert à rien, donc il faut accepter. Vos moments d'évasion, Éric Zemmour? Entre autres la littérature française. On rappelle votre livre, Un quinquennat pour rien. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir choisi Les Mains Bleues. Merci à vous. Retour.
Selon notre sondage, Kantar, Sofresse, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après-2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la 3e roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar, Sofresse, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux.
Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat ce soir donc entre les candidats démocrates à la primaire pour la présidentielle américaine de 2016 et rien ne se passe comme prévu dans ces primaires. Et oui, d'abord, on se moque. On s'attache aux apparences, aux ridicules, aux excès. Le mélange de Las Vegas et de Disneyland, des machines à sous et de Mickey. Il y a belle lurette que les Français ont pris l'habitude de rire des Américains pour mieux oublier qu'ils nous dirigent. Qu'on les admire en secret, qu'on les imite, que tout ce qu'ils font arrive chez nous 5, 10, 20 ans après. Cette primaire américaine de 2015 est notre présidentielle de demain. Leurs vaincus seront nos vaincus, leurs vainqueurs, nos vainqueurs. Les vaincus, pour l'instant, sont ceux qu'on connaît chez nous, le fils Bush, l'épouse Clinton. Ils ont un nom mais un charisme d'huître. Ils sont les candidats de l'establishment et ça les tue. Jeff Bush est encore plus mauvais que son frère. Hillary Clinton est la reine de la langue de bois. Son mari ne séduisait pas que les stagiaires à la Maison-Blanche, mais aussi les électeurs, ce dont sa femme se révèle incapable. Alors du coup, que se passe-t-il ? Dans cette folle primaire, deux figures ont pris de court tous les commentateurs, sondeurs et journalistes. À gauche, Bernie Sanders, qui ressemble à un prof d'université. À droite, la révélation s'appelle Donald Trump, le milliardaire qui se croit toujours dans une émission de télé-réalité. Le démocrate n'est pas assez connu, le républicain l'est trop. Le démocrate se dit socialiste, conteste la mondialisation, milite pour le protectionnisme, dénonce la confiscation par une élite fort restreinte des produits de la croissance. En France, on appelle cela la hausse des inégalités. Sanders rappelle que, sans l'inflation, le salarié américain gagne $700 de moins, j'ai bien dit de moins, qu'il y a 40 ans. La cible de Trump est l'immigration. Aux États-Unis, les migrants sont mexicains. Trump n'hésite pas à dénoncer les violeurs et les bad guys venus du Rio Grande. Il incarne la panique des blancs anglo-saxons qui ont compris qu'ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre pays. Les deux candidats sont aux antipodes. Sanders est un vieux politicien sur le retour, Trump est un néophyte. Mais chacun dans leur genre, les deux sont authentiques. Sanders, parce qu'il refuse les contributions des riches donateurs et a reçu des milliers de petits chèques. Trump, parce que milliardaire, il n'a pas besoin d'être financé. Et c'est Trump qui propose de taxer férocement Wall Street.
leur succès signifie la même chose. La révolte des Américains contre l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le parti, de plus en plus ouvertement corrompu, la rébellion de la classe moyenne du pays contre les effets délétères de la mondialisation et la liberté totale des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien sûr, les élites, les médias les appellent populistes pour mieux les disqualifier. Elles prétendent que Sanders ne pourra pas battre Hillary et que Trump est un quasi-fasciste mais qu'il n'a pas vraiment envie de devenir président. Toutefois, les leçons de morale médiatique ne prennent plus. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar s'offrait One Point pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ses querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau. Le drame politique de Valls va bien au-delà de ses querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National.
C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat ce soir donc entre les candidats démocrates à la primaire pour la présidentielle américaine de 2016 et rien ne se passe comme prévu dans ces primaires. Et oui, d'abord, on se moque. On s'attache aux apparences, aux ridicules, aux excès, le mélange de Las Vegas et de Disneyland, des machines à sous et de Mickey. Il y a belle lurette que les Français ont pris l'habitude de rire des Américains pour mieux oublier qu'ils nous dirigent, qu'on les admire en secret, qu'on les imite, que tout ce qu'ils font arrive chez nous 5, 10, 20 ans après. Cette primaire américaine de 2015 est notre présidentielle de demain. Leurs vaincus seront nos vaincus, leurs vainqueurs, nos vainqueurs. Les vaincus, pour l'instant, sont ceux qu'on connaît chez nous, le fils Bush, l'épouse Clinton. Ils ont un nom mais un charisme d'huître. Ils sont les candidats de l'establishment et ça les tue. Jeff Bush est encore plus mauvais que son frère. Hillary Clinton est la reine de la langue de bois. Son mari ne séduisait pas que les stagiaires à la Maison-Blanche, mais aussi les électeurs, ce dont sa femme se révèle incapable. Alors du coup, que se passe-t-il ? Dans cette folle primaire, deux figures ont pris de court tous les commentateurs, sondeurs et journalistes. À gauche, Bernie Sanders, qui ressemble à un prof d'université. À droite, la révélation s'appelle Donald Trump, le milliardaire qui se croit toujours dans une émission de télé-réalité. Le démocrate n'est pas assez connu, le républicain l'est trop. Le démocrate se dit socialiste, conteste la mondialisation, milite pour le protectionnisme, dénonce la confiscation par une élite fort restreinte des produits de la croissance. En France, on appelle cela la hausse des inégalités. Sanders rappelle que sans l'inflation, le salarié américain gagne $700 de moins, j'ai bien dit de moins, qu'il y a 40 ans. La cible de Trump est l'immigration. Aux États-Unis, les migrants sont mexicains. Trump n'hésite pas à dénoncer les violeurs et les bad guys venus du Rio Grande. Il incarne la panique des blancs anglo-saxons qui ont compris qu'ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre pays. Les deux candidats sont aux antipodes. Sanders est un vieux politicien sur le retour, Trump est un néophyte. Mais chacun dans leur genre, les deux sont authentiques. Sanders, parce qu'il refuse les contributions des riches donateurs et a reçu des milliers de petits chèques. Trump, parce que milliardaire, il n'a pas besoin d'être financé. Et c'est Trump qui propose de taxer férocement Wall Street. Leur succès signifie la même chose. La révolte des Américains contre l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le parti, de plus en plus ouvertement corrompu, la rébellion de la classe moyenne du pays contre les effets délétères de la mondialisation et la liberté totale des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien sûr, les élites, les médias les appellent populistes pour mieux les disqualifier. Elles prétendent que Sanders ne pourra pas battre Hillary et que Trump est un quasi-fasciste, mais qu'il n'a pas vraiment envie de devenir président. Toutefois, les leçons de morale médiatique ne prennent plus. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement, à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair.
Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui y revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Premier débat ce soir donc entre les candidats démocrates à la primaire pour la présidentielle américaine de 2016 et rien ne se passe comme prévu dans ces primaires. Et oui, d'abord on se moque. On s'attache aux apparences, aux ridicules, aux excès, le mélange de Las Vegas et de Disneyland, des machines à sous et de Mickey. Il y a belle lurette que les Français ont pris l'habitude de rire des Américains pour mieux oublier qu'ils nous dirigent. Qu'on les admire en secret, qu'on les imite, que tout ce qu'ils font arrive chez nous 5, 10, 20 ans après. Cette primaire américaine de 2015 est notre présidentielle de demain. Leurs vaincus seront nos vaincus, leurs vainqueurs, nos vainqueurs. Les vaincus, pour l'instant, sont ceux qu'on connaît chez nous, le fils Bush, l'épouse Clinton. Ils ont un nom mais un charisme d'huître. Ils sont les candidats de l'establishment et ça les tue. Jeff Bush est encore plus mauvais que son frère. Hillary Clinton est la reine de la langue de bois. Son mari ne séduisait pas que les stagiaires à la Maison-Blanche, mais aussi les électeurs, ce dont sa femme se révèle incapable. Alors du coup, que se passe-t-il ? Dans cette folle primaire, deux figures ont pris de court tous les commentateurs, sondeurs et journalistes. À gauche, Bernie Sanders, qui ressemble à un prof d'université. À droite, la révélation s'appelle Donald Trump, le milliardaire qui se croit toujours dans une émission de télé-réalité. Le démocrate n'est pas assez connu, le républicain l'est trop. Le démocrate se dit socialiste, conteste la mondialisation, milite pour le protectionnisme, dénonce la confiscation par une élite fort restreinte des produits de la croissance. En France, on appelle cela la hausse des inégalités. Sanders rappelle que, sans l'inflation, le salarié américain gagne $700 de moins, j'ai bien dit de moins, qu'il y a 40 ans. La cible de Trump est l'immigration. Aux États-Unis, les migrants sont mexicains. Trump n'hésite pas à dénoncer les violeurs et les bad guys venus du Rio Grande. Il incarne la panique des blancs anglo-saxons qui ont compris qu'ils seraient bientôt minoritaires dans leur propre pays. Les deux candidats sont aux antipodes. Sanders est un vieux politicien sur le retour, Trump est un néophyte. Mais chacun dans leur genre, les deux sont authentiques. Sanders, parce qu'il refuse les contributions des riches donateurs et a reçu des milliers de petits chèques. Trump, parce que milliardaire,
il n'a pas besoin d'être financé. Et c'est Trump qui propose de taxer férocement Wall Street. Leur succès signifie la même chose. La révolte des Américains contre l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le parti, de plus en plus ouvertement corrompu, la rébellion de la classe moyenne du pays contre les effets délétères de la mondialisation et la liberté totale des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien sûr, les élites, les médias les appellent populistes pour mieux les disqualifier. Elles prétendent que Sanders ne pourra pas battre Hillary et que Trump est un quasi-fasciste, mais qu'il n'a pas vraiment envie de devenir président. Toutefois, les leçons de morale médiatique ne prennent plus. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Berlin, vous êtes à Paris. Éric Zemmour. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18 en ce vendredi matin, nous sommes ravis de retrouver Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et Nicolas Doménac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va revenir sur une semaine politique chargée, à droite comme à gauche d'ailleurs. On va d'abord commencer par l'Élysée. François Hollande, après la démission d'Emmanuel Macron, peut-il encore être candidat? Éric Zemmour. Il peut toujours. Hein. Non mais plus on est fou, plus on rit. Simplement, on est dans la situation de 2002 en pire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de candidats, et en particulier à gauche, et l'espace politique a tellement été réduit à gauche. Je vous rappelle que depuis 4-5 ans, ils sont à 30-35% à la gauche. Tout compris, tout mouillé. Mélenchon compris, hein, on est bien d'accord. Oui. Que personne ne sera au second tour. C'est mathématique. Hein. C'est simple. Déjà qu'Hollande n'avait pas beaucoup de chance d'être au second tour. Mais là, s'il y a Montebourg, Macron, les deux ou l'un et l'autre, plus Mélenchon, plus Duflot qui va prendre 1%, et Hollande, personne ne sera au second tour. Nicolas Doménac. Non, il peut se présenter, il va se présenter, il peut, le président. D'abord, il peut trouver comme signe optimiste le fait que Éric Zemmour dise qu'il va être battu, puisque Éric Zemmour avait déjà, je le rappelle toujours, parce qu'on l'oublie trop, qu'il avait prophétisé sa défaite 6 mois avant sa victoire. C'est faux. Non. Mais il n'était pas le seul, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y en avait quelques autres. La disparition du Parti Socialiste. Mais c'était 2 ans avant. Oui, 2 ans avant. Bon, pardon pour les mois. Mais je maintiens, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais sur le résultat. Il a gagné parce que Sarkozy allait perdre. Alors je suis content de vérifier que l'erreur était juste en quelque sorte. Voilà. C'est exactement ça. Mais je n'avais que de l'avance. Parce que l'arbitrage vidéo un peu plus tard. C'est pas la défaite de Hollande, c'est la disparition du PS. Quand les prophètes de malheur se trompent, il est bon de se le rappeler pour dire qu'on peut trouver quelques espoirs. L'histoire n'est pas finie, Nicolas. Ils sont minces, ces espoirs, je vous le concède. Mais il y a quand même des signes d'autres signes qui peuvent le laisser espérer. D'abord, c'est un combattant, comme Sarkozy d'ailleurs. Ce sont des gens qui y croient toujours. Je veux dire, s'il trouve un trou de souriceau, de vermisseau, de fourmi, il le prendra. Ensuite, et il y croit et il pense depuis le premier jour de son arrivée à l'Élysée. On le sait définitivement depuis cet été. Bien sûr. Ensuite, on peut pas exclure qu'il y ait quelques résultats. Et puis au fond, que des gens qui étaient contre lui, Zemmour, il devrait faire le tour du stade en disant bravo François Hollande, il vient de contribuer à faire tomber le TAFTA. Je veux dire, le traité transatlantique que combat Zemmour, il devrait l'appeler des gens comme ça. Non, mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, le paysage politique, et là, je vais aller très vite. Je veux dire, si Sarkozy revient, et Sarkozy a des forces, on va le voir peut-être tout à l'heure, qui peuvent le remettre dans le jeu, et bien au fond, et puis la dispersion de la gauche, fait que... Justement, la dispersion de la gauche, ils vont tous être plus bas. Hier, Jean-Pierre Raffarin sur RTL nous disait que François Hollande attendait le résultat de la primaire de la droite et qu'il préférait forcément affronter Nicolas Sarkozy plutôt qu'Alain Juppé. Il a raison, Nicolas Doménac? Oui, bien sûr. C'est un de ses grands espoirs. Ils prient tous, d'ailleurs, ils mettent des cierges, même les plus laïcs, à Notre-Dame pour que, au fond, Sarkozy s'impose. Alors, c'est pas gagné. On peut quand même pas dire que la chance de Hollande, c'est que Sarkozy soit en face de lui. C'est pas la chance, c'est une des chances, parce qu'il y a un rejet qui existe. On voit, au fond, le retour de Sarkozy, on retrouve sa force, mais en même temps, les anticorps qui produit, qui ne sont pas rien. Et je terminerai en disant aussi que, cela étant, il y a quand même, et là aussi, on va s'amuser en écoutant Alain Zemmour, parce que... non, mais il y a Alain Juppé en face, et dont Zemmour nous avait dit aussi qu'il devait, au fond, se disperser, dire que c'était rien, que c'était le boboïsme bordelais, et voilà, que n'avait aucune existence quasiment électorale. Éric Zemmour. Alors, c'est vrai ça, hein? Oui, attends. Comme d'habitude, tu prends un petit morceau, tu coupes et puis tu fais ta petite sauce. Donc, j'aime bien pouvoir parler à mon nom. Voilà. C'est son charme aussi. Donc, il y a un jeu de rôle entre Sarkozy et Hollande. C'est-à-dire que Hollande a été vainqueur en 2012 parce qu'il y avait Sarkozy en face.
n'a pas été élu pour lui, il a été élu contre, parce qu'on voulait se débarrasser de Sarkozy. Et aujourd'hui, Hollande et Sarkozy, aujourd'hui, va dire il faut me remettre parce que Hollande a été vraiment un très mauvais président. Il se passe comme ça. En fait, les deux veulent s'affronter, vous pensez, fondamentalement. Mais les deux hommes veulent s'affronter parce que, au fond, ils savent qu'ils se ressemblent. Ce sont les mêmes. Le même cynisme, le même manque de conviction, le même manque de sincérité, le même sens tactique obsessionnel. La qualité tactique d'ailleurs obsessionnelle et le même manque de stratégie aussi. Vous voyez, ils se ressemblent énormément. D'ailleurs, leur politique, on en parlera une autre fois, mais leurs politiques se sont beaucoup ressemblés en vérité. Vous pensez qu'ils ont réellement envie de s'affronter? Non, qu'ils ont terriblement envie d'une revanche. Alors, Nicolas Sarkozy dit donc qu'il n'est pas habité par l'esprit de revanche. Les meilleurs ennemis, c'est aussi... Oui, c'est un compétiteur vraiment dans l'âme. Je veux dire, il n'a toujours... Même les parties de ping-pong, il supportait pas de les perdre quand il était au Club Méditerranée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ça n'a pas continué. C'est normal ça. Moi aussi, j'aime pas perdre. Oui, mais donc il a envie, il s'est fait battre par un ennemi, un adversaire qu'il avait sous-estimé. Bon, cette fois-ci, il se dit qu'il va essayer de se l'emplafonner. D'ailleurs, c'est des termes qu'il peut employer. On va revenir sur le cas Macron, si je puis dire. Juste une chose, est-ce que la sortie d'Emmanuel Macron, dans tous les sens du terme, oblige, c'est une rumeur depuis quelques jours, oblige le président de la République à annoncer plutôt sa candidature. Maintenant, on évoque même le fait que ça pourrait avoir lieu jeudi prochain à la Fondation Jean Jaurès et qu'il est obligé d'accélérer le mouvement devant la multiplicité des candidatures et puis le lâchage de son ministre, ex-ministre de l'économie. Un petit mot là-dessus. C'est exactement l'inverse. Je pense que ça le pousse à attendre au fond que de toute façon, François Hollande, il attend que toutes les cartes soient étalées pour essayer de ramasser la mise. Donc plus les gauches se détruiront elles-mêmes, plus il sera en mesure de rassembler. Il se présentera pour sauver la famille socialiste. C'est comme ça que ça se présente. J'ai lu qu'il y avait les deux thèses autour de lui. Oui. J'avoue que les uns le poussent à imiter Mitterrand en 88, vous savez, le plus tard possible. Et puis les autres le poussent à avancer. On verra bien. Mais un dernier mot, si je peux me permettre, Cavi, quand même. Il a une dernière chance que je n'ai pas soulevée, mais face à Éric Zemmour, il faut le faire quand même, parce que sur le fond, il y aura bien quelqu'un qui va incarner au fond le progrès, la revanche contre la Réac Academy qui domine de partout. Même Zemmour fait la couverture du Figaro Magazine, veut dire c'est la charge à nouveau de Zemmour. Sauf que cette charge, elle est partout. D'ailleurs, il est assis. Tu m'as pas lu encore. Il est pas une debout. Fois de plus. Il n'est pas debout. Une fois de plus. Il va y avoir un mouvement qui va se cristalliser au fond. La gauche, c'est le progrès en théorie. On l'a pas entendu. Il y a bien un moment où on va l'entendre. Alors, Éric, dans votre chronique d'hier sur l'antenne d'RTL, vous disiez, en parlant d'Emmanuel Macron, qu'il était le Robin des Bois des riches, l'homme des grandes métropoles. Nicolas Doménac, que pensez-vous du portrait? Non, mais je pense que c'est incroyable. Moi, je ne suis pas sûr, et je crois même qu'il ne réussira pas son entreprise parce qu'il ne l'a pas situé assez à gauche. Mais le mépris de Zemmour et des siens pour ce qu'ils appellent les bobos, je veux dire, au fond, ces gens-là n'ont pas le droit d'exister. Les médecins, les architectes, les intérimaires du spectacle. Cette France-là, pour eux, modérée, humaniste, ouverte sur l'étranger, je veux dire, c'est vous, cachez-vous, vous partez, je veux dire, électoralement, vous n'avez pas de consistance. Non, il n'y a qu'une autre France, la France de droite extrême. Voilà, alors celle-là, on la considère, on en parle, on parle même à sa place. Mais ceux-là, vraiment, alors les bobos, c'est l'horreur. J'aimerais bien qu'on ne renverse pas les rôles. Qui méprise l'autre? Quelle est la France qui méprise l'autre France? C'est vous qui méprisez. C'est la France, justement, des grandes métropoles qui a chassé les Français populaires des grandes villes, qui a mis des immigrés à la place comme domestiques et qui en plus vient faire la leçon aux Français en leur disant vous êtes racistes. Qui méprise l'autre? J'aimerais bien le savoir. Là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En l'occurrence, on parle de stratégie politique et d'incarnation sociologique. Macron incarne absolument cette France qui se veut moderne, qui se veut ouverte sur le monde, comme elle dit, et qui méprise la France populaire qu'elle a chassée, qu'elle a marginalisée et qu'elle a prolétarisée. Voilà le monde que vous nous avez fait et ce monde-là que tu défends depuis 30 ans au nom du soi-disant la gauche et le progrès. Mais laisse-moi rire, Nicolas, laisse-moi rire. C'est toi le baratin. Parce que moi, non, ça c'est la réalité. C'est la réalité des chiffres et la réalité de la vie des gens. Je suis allé suivre les meetings d'Emmanuel Macron, discuter avec les gens qui étaient là, qui étaient absolument pas des gens tels que tu les décris, je veux dire, méprisant la haute classe, etc., qui regarderaient. Ils représentent ça, ça veut pas dire que les électeurs sont tous comme ça. C'est un centre humaniste que tu méprises toi allègrement, mais qui a une consistance. C'est pas pareil.
Parce que j'estime qu'il a été catastrophique pour la France. Que je le combats. Moi, je méprise personne, contrairement à la classe dominante et à ceux qui détiennent tous les pouvoirs depuis 40 ans. La question qui se pose concernant Emmanuel Macron. Selon notre sondage, Kantar, Sofresse, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement, à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez ? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ses querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite. Le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la troisième roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. Selon notre sondage, Kantar, Sofresse, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement, à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë, dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard.
Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez ? Alors,